Hop. Et vous pouvez même couper votre caméra, les amis, parce que je vais partager mon écran et ce sera encore plus simple comme ça. Voilà, il y aura un temps pour les questions-réponses à la fin, donc bien entendu, mais il est possible de quitter dès le début, enfin dès la fin plutôt de la présentation. Voilà, donc bienvenue à cette masterclass Briser les chaînes invisibles, l'impact systémique de l'inceste. Alors, vous allez mettre dans la chat box quel lien peut-on faire entre un oignon et une personne? Vous allez vous dire, c'est quoi ce qu'elle pose comme question, Oriane? Ça n'a ni queue ni tête. Alors, je regarde ce que vous répondez. Il peut nous faire pleurer tous les deux. Beaucoup de couches pour aller de plus en plus en profondeur. Les différentes couches. Oui, les couches à retirer. Bravo! Yes! Vous êtes génial et géniaux. C'est super, effectivement, c'est ça, c'était la bonne réponse, mais toutes les réponses sont bonnes. Et qui parmi vous connaît l'histoire du petit chaperon rouge? Alors, vous pouvez aussi répondre dans la chat box. Oui, bah oui, tout le monde connaît l'histoire du petit chaperon rouge, qui est en fait un classique dans les contes. Et il semblerait que quand il a été publié pour la première fois, en 1697, 1697 pour les Belges, eh bien, ce conte-là se trouvait entre le conte de La Belle au bois dormant et il est suivi par Barbe Bleue. Et oui, et donc le petit chaperon rouge, eh bien, c'est une histoire qui nous parle d'inceste, figurez-vous. Parce que le petit chaperon rouge se promène dans le bois et rencontre le grand méchant loup. Et le grand méchant loup, ah ah, il peut représenter notre côté animal, notre sexualité ou la sexualité auquel le petit chaperon rouge peut être confronté. Et ce grand méchant loup, qu'est-ce qui se passe? Il arrive à s'infiltrer dans la maison de la grand-mère et à prendre la place de la grand-mère dans le lit. Et le petit chaperon rouge, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il va aussi rencontrer la grand-mère qui, soi-disant, est malade et elle est dans son lit. Mais c'est tout cet instinct, cette sexualité qui est là et effectivement, ce n'est pas quelque chose de très sympathique qui se passe entre le chaperon rouge et le grand méchant loup qui s'est déguisé en grand-mère ou la grand-mère ou le grand-père qui serait devenu un grand méchant loup. Mais je ne vais pas vous raconter toute cette histoire, vous la connaissez, c'était juste comme introduction. Voilà, c'est une histoire d'inceste et on va aller plus loin avec tout ça. Alors, ce soir, nous allons définir l'inceste, nous allons aborder quelques chiffres qui font d'ailleurs froid dans le dos. Nous allons voir les symptômes qui pourraient signaler la possibilité d'inceste. Et donc, c'est important de connaître ces symptômes pour comprendre où pourraient être nos clients. Alors, il y a des idées toutes faites, des fantasmes à propos de l'inceste et tout ce qu'il y a autour. Je vous les présenterai. Je vous parlerai du cycle de l'abus, des différents types d'inceste, les besoins des victimes d'inceste, les trois interdits fondamentaux de la société humaine, les trois lois systémiques, puisque bien entendu, moi je présente l'inceste, mais avec leur regard systémique. Puis, comment repérer l'inceste? Ce sera un lien avec les symptômes, les précautions à prendre lors de l'accompagnement des personnes incestées, la vision de Bert Hellinger, et vous avez peut-être pu lire quelques-uns de mes posts où je dis que je ne suis pas toujours d'accord avec ce que dit Bert Hellinger, mais bon, tout ça est très nuancé. Les précautions à prendre lors de l'accompagnement des personnes assistées, la vision de Berthellinger, oui, j'ai dit la phénoménologie, comment l'utiliser pour cet accompagnement, qu'est-ce qu'il en est de l'intrication, comment accompagner les victimes d'inceste, les phrases libératrices et les mouvements, et voilà, on arrivera ainsi à la fin de notre euh, masterclass. Donc, vous avez vu, le programme est
conséquent. Alors, je signale qu'il y a un atelier pratique le lundi 20 octobre qui va de pair avec cette masterclass. Et là, c'est comment accompagner les victimes d'inceste avec les constellations familiales. Voilà, donc comme ça, c'est toujours de 19h à 22h. Une fois par mois, on a des ateliers pratiques qui vont toujours avec la masterclass du mois précédent. Voilà, comme ça donne le temps de pouvoir s'inscrire. Bien, alors l'inceste, qu'est-ce que c'est que l'inceste? Eh bien, l'inceste, déjà, ça concerne la famille de sang, ça concerne aussi la famille élargie, ainsi que la famille par adoption. Et bien entendu, l'inceste, c'est des relations sexuelles. Et les relations sexuelles ne demandent pas spécialement de pénétration, mais c'est tout ce qui est en lien avec la sexualité, c'est vivre cette sexualité avec des personnes donc de sa famille de sang, sa famille élargie, donc tout ce qui est beaux-parents, belles-filles, les oncles, les tantes, les belles-tantes, les beaux-oncles, si ça se dit. Et si on a été adopté, eh bien, c'est également de l'inceste que d'avoir des relations avec ses frères adoptifs ou ceux qui nous ont adoptés, sœurs, parents, etc., etc. Donc, l'inceste, c'est assez important euh, comme approche. Bien. Je suis un peu perturbée avec toutes les personnes qui arrivent encore. Alors, ce qui est important de savoir, c'est les chiffres. Et ces chiffres, c'est assez impressionnant. Bon, je trouve qu'ils vont quand même faire un effet. Donc, ça fait quand même quelques années que je suis sensible à cette question, ne fût-ce que déjà par le fait de recevoir des personnes qui ont été abusées, mais aussi toute notre société aujourd'hui commence à prendre conscience de cette problématique. Et donc, apparemment, selon certaines statistiques, il faut savoir que tous ceux qui ont été incestés ne le signalent pas, donc les chiffres seraient certainement plus importants que ceux-ci. Mais 6% de la population donc, aurait été victime de pédocriminalité. Et pourquoi est-ce que je dis pédocriminalité et pas inceste? Parce que euh, comment dire, la pédocriminalité reprend l'inceste. L'inceste, c'est de la pédocriminalité. Je reviendrai dessus. 22% des victimes ont moins de 6 ans. Ça, c'est encore plus incroyable. 90%, 90% sont commis par des hommes. Et il faut le savoir, oui, des femmes aussi sont pédocriminelles. Et donc, il y a plus ou moins 10%. 90% des incestes ne sont généralement pas signalés à la justice, donc signalés peut-être chez le médecin, chez le psychologue, l'assistante sociale, etc., mais pas au niveau de la police ou en tout cas des autorités. Dans 91, 91% des cas, l'enfant connaît son agresseur. Dans 47% des cas, l'acte est commis par le conjoint ou l'ex-conjoint. Et seulement 1% des dénonciations faites par les enfants sont des mensonges induits par un proche de l'enfant, ce qui vient contredire ce que beaucoup semblent croire que les enfants inventent ce genre d'histoire. C'est très difficile d'inventer des choses que l'on ne connaît pas. Donc pour en parler, il faut les avoir vécues ou vécues passivement ou activement. Et donc moins de 2% des affaires en justice aboutissent à une condamnation de l'incesteur. Et ça aussi, c'est pour moi très grave. Et d'ailleurs, selon moi, mais je reviendrai là-dessus. Voilà. Selon moi, l'inceste et tout ce qui est pédocriminalité est à la racine de la corruption auquel nous faisons face aujourd'hui, mais qui a toujours existé de tout temps. Donc, l'inceste n'est pas seulement un crime individuel, c'est une fracture systémique. Il détruit les repères de l'enfant, brouille l'ordre familial, inscrit une dette impossible et se traduit ensuite dans les statistiques par des suicides, des addictions, de la déscolarisation. Et oui, donc si vous avez des clients qui ont fait de nombreuses tentatives de suicide, c'est une question à se poser. S'ils ont des addictions, c'est aussi une question à se poser. La déscolarisation, ben, il faut se poser la question, ce n'est pas toujours de l'autisme ou
des HPI ou autres, ça peut être aussi ce genre de problème. Donc, le coût humain et sociétal est immense et il va se payer non pas sur une génération, mais sur plusieurs générations. Et ça, beaucoup de gens ignorent. Alors, je vous recommande ce film, 1 sur 5. C'est un film qui a été réalisé par l'équipe de Carl Zero. Voilà, je ne vais pas vous le montrer parce que ça prend 1 heure, mais je vous le recommande, ça vous donnera beaucoup d'informations à ce sujet. Donc, le coût de la pédocriminalité en France, eh bien, apparemment, il va aux alentours des 9,7 milliards d'euros par an à l'ensemble de la société, estime la commission Civise. Donc, la commission Civise a été mise en place il y a quelques années et maintenant, bah, elle est plus, elle n'a pas été dissoute malheureusement, mais elle n'est plus très très active puisque voilà, quand le juge qui a écouté des milliers de victimes a fait son rapport, et il fallait quand même avoir un sacrée dose de courage et d'enracinement pour pouvoir écouter autant de témoignages, ben, ça a été un petit peu mis à la trappe. Voilà, donc ça c'est en France, mais il ne faut pas croire qu'en Belgique c'est différent, en Espagne, au Portugal et dans tous les pays d'Europe et ailleurs, hein, dans les pays, enfin dans le monde entier, la pédocriminalité est vraiment quelque chose qui se pratique énormément, malheureusement. Alors, il y a, ça c'est un bouquin que j'ai été très très touchée il y a déjà 2 ans, c'est Le berceau des dominations qui justement parle en fait d'une culture de l'inceste, c'est-à-dire que finalement dans notre société, c'est comme si c'était plus ou moins normal, c'est tu, ça passe, je dirais, sous le silence, les gens n'en parlent pas, mais on crée une culture aussi de domination, hein, parce que le berceau des dominations, c'est là. C'est toujours celui qui est plus fort qui va prendre le dessus sur le plus faible et qui va lui imposer les gestes, les comportements, les abus qu'il ou elle a envie d'imposer. Et c'est vraiment une histoire de faiblesse et de force. Ces enfants sont des êtres vulnérables, sensibles, qui ont besoin des adultes pour pouvoir grandir et donc qui se retrouvent écrasés par ces comportements qui consistent à prendre, à voler euh, ben, un consentement qu'ils n'ont jamais pu donner puisqu'ils ne savaient même pas de quoi il s'agissait. Et donc, il y a aussi un autre auteur que j'aime énormément, c'est Ariane Biléran, que je vous recommande. Je vous enverrai d'ailleurs avec le résumé une liste des livres que je recommande de lire pour compléter. Bien entendu, je ne ferai que effleurer, hein, parce qu'en 1 heure, parler de ce sujet, c'est quasiment pas possible, mais on va faire de notre mieux. En tout cas, je vais faire de mon mieux pour vous donner le meilleur. Alors, comment ça se fait qu'il y a ce côté inceste? Bon, il y a plein de raisons, mais une des raisons que j'ai repérées et pourquoi, en fait, même l'inceste est en train d'augmenter dans nos sociétés, ben parce que nous, depuis quelques années, nous avons objectifié l'individu. Donc, on n'est plus vraiment des sujets dans notre monde actuel, mais nous devenons des objets de marketing, des objets de consommation, des objets à tout niveau, puisque maintenant, euh, je dirais, l'être humain n'est plus aussi sacré que dans le passé. On peut remplacer des parties d'organes, on peut ajouter de l'informatique, des ordinateurs, on peut le semi-robotiser, hein, donc, et on objectifie l'individu de plus en plus. Et finalement, si l'autre est un objet, ben, on peut l'utiliser. On est aussi dans une culture. On utilise l'autre et ici pour son propre plaisir. Donc ça, c'est assez terrible. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, en tout cas, c'est une hypothèse que j'apporte, c'est l'inceste pourrait être bien une des racines, hein, et même des racines principales de la corruption systémique de nos sociétés. Parce que dès
la toute petite enfance, hein, quand vous pouvez imaginer que même des bébés sont déjà utilisés pour satisfaire des besoins sexuels. Et je ne parle pas de tous les rituels qui peuvent être faits et de tous les trafics, hein, parce que en Belgique, on a quand même eu le fameux Dutroux, mais en France, vous avez eu Fourniret, vous avez eu ce médecin, la chirurgien, j'ai oublié le nom. Enfin voilà, il y a énormément d'histoires d'outreaux, etc. Où les parents, par exemple, le cas d'Outreau, je crois que c'était à d'Outreau, les parents de classe sociale assez modeste, hein, donc ce n'est pas que dans les classes sociales riches, mais ce n'est pas non plus que dans les classes sociales pauvres. Dans toutes les classes sociales, maintenant, ça se fait. Mais ils vendaient, ils louaient leurs enfants. Donc, c'est bien qu'ils considéraient leurs enfants comme des objets. Et donc, les enfants ont dû s'adapter. Et en s'adaptant, ben, ils intègrent des comportements qui visent à être manipulés, hein. Donc, ils peuvent être manipulés et manipulables et manipulateurs. Et c'est un peu ce qui se passe dans nos sociétés. On est vraiment dans une corruption qui arrive à son apogée, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu de corruption dans le passé, bien au contraire, il y a toujours eu de la corruption, mais aujourd'hui, c'est vraiment, ça s'intensifie. Alors, je ne vais pas faire un débat et un exposé sur la sociologie de l'inceste, mais surtout, moi, je vais concentrer cette masterclass sur comment est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que thérapeute, facilitateur, coach, pour être vigilant et comment faire quand on a repéré ces symptômes. Donc, les symptômes qui doivent alerter sont de deux ordres. Vous avez les symptômes physiques et les symptômes psychologiques. Les symptômes physiques, ça va être de la constipation chronique et de tous les problèmes d'ailleurs autour des intestins, du gros intestin et de l'anus. Donc vous avez les hémorroïdes, les mycoses autour de la zone du sexe aussi, là ça, c'est plutôt le sexe, les cystites chroniques, les herpès anaux chroniques, mais étonnamment aussi tout ce qui est autour de la bouche, cancer de la bouche, de la gorge. Ça peut être par exemple les dents carriées, la bouche négligée, des gens, personnes qui prennent pas soin de leur bouche parce que quelque part ils sont dégoûtés de leur propre bouche vu les choses qu'on leur a imposées. L'endométriose chronique peut aussi être en lien avec ça, mais pas que, hein, attention. Et il faut, je dirais, plusieurs symptômes pour se dire il y a probablement, hein, ne faites pas de diagnostic sauvage, mais disons que ça devrait rendre vigilant. L'infertilité, aussi la fibromyalgie, parce que la fibromyalgie, c'est, comment dire, on se fige, et donc on est dans une crampe de la tête aux pieds. Et quelque part, c'est probablement en lien avec une situation qui a été vécue où on s'est figé, on s'est complètement... parce qu'il y a trois manières de se protéger contre une agression, c'est de fuir, c'est de combattre ou de se geler. Et la fibromyalgie est vraiment dans cette dynamique-là. Du côté psychologique, tout ce qui est bipolarité, maniaco-dépression, c'est justement des critères qui doivent attirer l'attention. Les comportements suicidaires, surtout si vous voyez des jeunes enfants qui ont des comportements suicidaires, ben, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui a pu se passer qu'ils n'ont pas pu exprimer parce qu'il y a une honte aussi hein, par rapport à ça. La dépression, alors c'est assez intéressant, mais des victimes d'abus peuvent devenir, pour les femmes, nymphomanes, enfin, ou obsédées par la sexualité ou dans un rejet complet. Les personnes qui ont des comportements à risque de tout genre. Tout ce qui est scarification, piercing exagéré, bon, s'il y a deux, trois piercings, ça va encore, parce qu'il y a cette mode, mais si ça devient énorme, il faut vraiment se poser des questions. Tout ce qui est anorexie et boulimie, alors la consommation de drogue, parce que ça permet en fait d'échapper à, à la situation, c'est d'aller dans d'autres univers.
Il y a aussi la compulsion à revivre le trauma et à provoquer des situations où on pourrait être violé, abusé, etc. Rechercher des partenaires qui remettent la personne dans cette situation. Et il y a aussi cette incapacité à faire le deuil du père abuseur ou ben de la mère qui a abusé. Voilà, donc c'est voilà, une série de symptômes. Il y en a certainement encore d'autres, mais c'est tous ceux que j'ai pu repérer qui sont très parlants. Et si je me permets de dire tout ça, c'est parce que moi, le père de mes enfants a subi ce genre de situation et donc il était maniaco-dépressif, il avait des comportements suicidaires, il a fini par se suicider. Euh, donc, oui, il n'avait pas spécialement d'autres problèmes, mais il était vraiment dans cette dynamique-là. Et il portait une honte terrible, 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 au point que ça l'a empêché même d'en parler. Mais bon, déjà à 16 ans, il avait fait des tentatives de suicide, donc c'est quand même pas normal ce genre de choses. Alors, c'est vrai, quand on parle de ça, les gens ont des idées à propos de l'inceste. Et une des idées, hein, on peut appeler ça même un fantasme, c'est que les personnes croient que les enfants peuvent avoir un comportement de séduction ou encourager un adulte à l'abuser. Alors, tout ça, c'est jamais que des justifications pour pouvoir se disculper si on, en tant qu'abuseur, on a pu abuser, on se dit, ah oui, mais cet enfant m'a séduit, m'a encouragé à le toucher, etc., etc. Et ça n'a rien à voir, c'est que les enfants découvrent euh, peut-être pas tout à fait la sexualité, mais la relation enfant-adulte, ils voient les parents, ils voient des choses et ils expérimentent, mais ils n'ont aucune intention de séduire, ils ne font que reproduire des choses qu'ils voient. Et cela semble donner comme une permission à un adulte qui lui-même, généralement, a été abusé dans son enfance. Et donc, il ne fait que reproduire ce qu'il a vécu et qu'il pense normal. Un autre fantasme, c'est que l'enfant est capable de dire non et même de prévenir sa maman de ce qui est arrivé. Et non, ce n'est pas le cas, c'est pas possible. Il ne peut pas dire non parce qu'il fait confiance à une personne adulte, surtout si c'est une personne euh, en qui les parents ont délégué leur confiance, par exemple un oncle qui vient souvent garder les enfants, un grand frère qui a un rôle de grand frère, un grand-père, une grand-mère. Voilà, des personnes en qui les parents ont confiance, en qui l'enfant fait confiance. Et donc, il sent bien qu'il y a quelque chose de bizarre, quelque chose de pas normal, mais il va pas dire non. Et prévenir sa maman, bah, si l'adulte lui a dit que c'était leur petit secret, bah, il va pas aller dire à sa maman. Et même s'il sent que c'est bizarre, bah, il va peut-être l'oublier ou il va pas y penser. Vous n'avez qu'à voir des enfants quand ils reviennent de l'école, on leur demande qu'est-ce qu'ils ont fait à l'école quand ils sont petits, en dessous de 6 7 ans. Ah ben, ils ne sont pas toujours capables de dire ce qu'ils ont fait parce qu'ils vivent plus le temps présent aussi. Donc, voilà, l'enfant n'est pas capable de dire non et n'est pas toujours capable de prévenir sa maman, son papa de ce qui est arrivé, si c'est quelque chose qui est arrivé. Alors, un autre fantasme, c'est que les mamans sentent, savent quand l'enfant a été abusé. Et malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. C'est exceptionnel, ça arrive que des mères puissent le sentir, mais c'est pas si simple parce que justement, c'est pas pour rien que je parle aussi de l'inceste dans une formation constellation parce que cette masterclass, elle est aussi intégrée dans toute une formation aux constellations familiales, c'est que ce sont des schémas transgénérationnels et c'est en lien avec des secrets de famille. Donc, si quelque chose a été maintenu dans le secret, si quelque chose se reproduit, eh bien, on va conserver
cette attitude du silence, du secret et, comment dire, la mère n'aura pas envie de savoir que son enfant a été abusé et fera comme si de rien n'était. Voilà, donc ce n'est pas si évident que ça. Alors, aussi, l'idée que les pervers n'existent pas dans les familles normales. Mais déjà, c'est très difficile de savoir ce que c'est qu'une famille normale, hein, euh, et des pervers, ben, en fait, il y en a partout, dans toutes les familles. Et parfois, ce sont ceux qui semblent les plus gentils, les plus mignons, les plus parfaits, qui ont une face d'ombre. En fait, on a tous en nous une part d'ombre et une part de lumière. Et cette part d'ombre, quand on est équilibré, on peut dire la maîtriser, savoir négocier avec cette part d'ombre, lui donner sa juste place et qu'elle ne prenne pas le dessus sur les autres comportements. Et les pervers, eux, n'ont pas cette capacité. Et voilà, donc ça peut exister dans n'importe quelle famille d'avoir un abuseur ou une abuseuse. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Et une autre chose, c'est les violences sexuelles sont rares ou simplement perpétrées par des malades mentaux. Non, les personnes qui font des violences sexuelles ne sont pas spécialement des personnes qui ont des problèmes psychiatriques. C'est parfois elles-mêmes des personnes qui ont été victimes de ces abus et qui reproduisent ce qu'elles ont vécu, parfois pour exorciser ce qui a été vécu, ou simplement parce que voilà, c'est normal, c'est naturel et on recommence. Et donc, il faut savoir qu'il y a des personnes qui arrivent à mettre ça en conscience et à sortir de ces schémas. Mais pour cela, il faut les accompagner et il faut qu'elles demandent cet accompagnement parce que si on leur impose, c'est pas évident qu'elles puissent en sortir. Alors, un autre fantasme, les enfants qui accusent de violences sexuelles mentent, ils essayent d'attirer l'attention ou de se venger. Alors, ça, c'est vraiment, c'est exceptionnel si ça doit arriver. Les enfants ne font pas ça. Euh, c'est qu'ils ont assisté, comme je disais tout à l'heure, à, d'une manière passive ou active, à ces violences sexuelles. Et donc, à un moment donné, il y en a qui arrivent à en parler, euh, parfois juste pour que ça s'arrête, parce que ça crée des angoisses, et qui cherchent de l'aide. Oui, il y a des enfants qui arrivent à faire cette démarche. Et il y en a peu qui arrivent par rapport à ceux qui se taisent et subissent pendant des années. Voilà. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que parfois, le conjoint encourage les enfants en leur racontant des histoires en lien avec des violences sexuelles pour faire accuser le futur ex, hein, enfin, dans la phase de divorce, et de lui faire porter une responsabilité de quelque chose qu'il n'a pas fait. Mais comme ça, soit ça a été encouragé par le parent, mais c'est détectable très rapidement parce qu'ils ne font que répéter ce qu'on leur a dit et ça n'est pas du tout le même discours qu'un enfant qui explique ce qu'il a vécu. Donc, ça se détecte. Alors, pourquoi est-ce que je n'arrive plus à passer à l'ODIA? Tiens, tiens, tiens. Ah, voilà, ok. Alors, un autre fantasme, les enfants qui révèlent l'agression sont manipulés par un adulte qui désire se venger. Bon, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, oui. Des fois, comment dire, euh, les enfants parlent, mais c'est détectable. Répètent ce que l'adulte leur a dû de dire, mais ça se détecte. Les adultes qui se remémorent un abus ayant eu lieu dans leur enfance ont été manipulés par leur psy. Alors, il faut savoir que même Freud, hein, au départ, euh, Freud était tout à fait conscient qu'il y avait des abus, et d'ailleurs il avait observé que son père, son propre père, avait abusé de plusieurs membres de sa fratrie. Et puis quand il est devenu psychanalyste, enfin c'est lui-même qui a créé ce métier, il a entendu
de nombreux patients qui parlaient de ces abus. Et puis un jour, il a changé, il a tout retourné sa veste, comme on dit, et il a dit qu'il inventait, que c'était un fantasme de la part des victimes. Mais non, ce n'est pas le cas. Si la personne parle de ça, c'est qu'effectivement, il y a eu quelque chose qui s'est présenté d'une manière ou d'une autre. Alors, les pères, parfois, ont peur de devenir comme papa et ça va les empêcher de créer de bonnes relations avec leurs enfants parce qu'ils pensent que ça se transmet de père en fils, que c'est comme une maladie génétique, mais ce n'est pas le cas. Mais c'est vrai que parfois, on peut répéter ce que l'on a vécu avec ses propres parents, on va le répéter avec ses enfants, mais ce n'est pas d'office le cas. Voilà, voilà. Donc ces 9 fantasmes, je les ai repris du livre de Ariane Guilherand, Psychopathologie de la pédophilie. Également, j'ai repris dans son livre ce cycle. Qu'est-ce qui se passe? Entre 2 et 3 ans, l'enfant vit la période d'individuation et il apprend à s'affirmer. Et il peut avoir une forme d'ambivalence affective et émotionnelle, c'est-à-dire que il est en train d'apprendre ce que c'est qu'une relation affective, des émotions. Il apprend à reconnaître ses émotions. C'est pour ça d'ailleurs que aujourd'hui, bah, il y a tous ces jeux de cartes sur les émotions pour aider l'enfant à reconnaître les émotions qui arrivent en lui. Mais tout cela peut créer aussi parfois une difficulté à se positionner vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis des adultes. Et ces tests, ces expériences que l'enfant met en œuvre, en fait, il est juste en train d'expérimenter comment être en relation avec ses semblables, qui soient de sa génération, plus âgés, comme des grands frères, des grandes sœurs, ou des adultes. Et les adultes peuvent faire une confusion et imaginer que l'enfant se comporte comme un adulte. Et donc, si il reproduit une attitude qu'il a vue chez maman, de faire aller, je ne sais pas moi, ses cils ou de minauder, on va dire, eh bien, il ne fait que reproduire quelque chose qu'il a vu, mais ça n'a aucune intention sexuelle dans ce jeu-là. Et donc, ce qui se passe, c'est que si l'enfant est abusé entre 2 et 3 ans, ou même avant, il va y avoir peut-être un oubli, hein, parce que très souvent, ce qui se passe chez les adultes qui abusent les petits jusque 3 ans, parce qu'il faut savoir que le système nerveux de l'enfant se termine, sa construction se termine vers 3 ans. Et donc, c'est ça aussi, il faut savoir que entre 0 et 3 ans, l'enfant est dans une sorte d'hypnose permanente. Il est dans un état second que l'on a du mal à comprendre. C'est pour ça aussi qu'il ne mémorise pas de la même façon qu'un adulte mémorise les événements. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une mémoire. Cette mémoire, elle se met dans les cellules, elle se met dans le corps. Et il peut y avoir même des images qui vont se figer et se cristalliser dans l'enfant, mais il ne va pas s'en souvenir. Et puis, qu'est-ce qui va se passer entre 6 et 10 ans? Il peut être abusé et il va y avoir justement un cycle. Donc, il va être abusé dans cette période de 3 ans. Il ne s'en souvient pas. Entre 6 et 10 ans, en fait, il va y avoir des périodes où il n'y a rien qui se passe. Bon, ça dépend, hein. Il y a des familles où ça ne s'arrête pas, hein, on sait, mais bon, disons que si l'enfant vit un abus entre 6 et 10 ans, il faut souvent aller voir s'il n'y a pas eu quelque chose entre 2 et 3 ans, ou peut-être même avant. S'il n'y a rien qui se passe ou qu'on ne s'en souvient pas, ben, parfois il y a des abus entre 12 et 16 ans, ça arrive, hein, c'est à partir des premières règles pour les filles, la puberté. Là, il y a aussi des comportements qui vont se mettre à changer. Le jeune adolescent euh,
peut être abusé, subir des viols, etc. Enfin, toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Et là, dans la consultation, ça peut être intéressant d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé précédemment. Et à l'âge adulte, c'est la recherche de partenaires toxiques qui doit amener à se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé dans ces âges bien précis. Mais, comme je le disais tout à l'heure, il y a des individus qui ont été abusés de 0 à 16 ans, hein, ou même à 18 ans, ou même plus, hein. J'ai pris un exemple d'ailleurs d'une personne qui a été abusée comme ça. Mettons qu'entre 6 et 10 ans, c'est le sens moral qui s'installe. Il y a aussi la notion de pudeur qui commence. Pudeur affective, par exemple, non, tu m'embrasseras pas devant l'école à maman. Euh, vous avez peut-être déjà eu ça avec vos enfants ou vu ou entendu ce genre de situation. Il y a aussi un désir de vérité et c'est seulement vers entre 6 et 10 ans que l'enfant réalise qu'il peut mentir. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas mentir avant, mais il n'a pas la même conscience. Ici, c'est la conscience du mensonge et de son impact. Entre 12 et 16 ans, l'adolescent est beaucoup plus influençable, est à recherche de son identité et c'est le moment aussi où il remet en question, il fait tomber du piédestal papa et maman et il rejette ou il remet en question le modèle parental. Tandis que l'adulte, bah, il est constitué de son vécu émotionnel acquis pendant son enfance et son adolescence et ça continue d'évoluer, surtout si, bah, comme vous tous ici et moi, on continue à faire cette exploration de soi-même et on essaye d'évoluer, de grandir et ben, de mieux se connaître. Voilà. Alors, les différents types d'inceste, ça c'est important aussi. Alors ça, c'est le sujet tabou le plus important, ce que l'être humain a du mal à imaginer, c'est l'inceste maternel. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients qui avaient été incestés par leur mère. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la mère, vu sa propre histoire, n'arrive pas à faire la différence entre son corps et celui de son enfant. Et donc, ben, caresser son enfant, c'est comme si elle se caressait elle-même. Mais ça peut aussi aller vers de l'agression, c'est-à-dire que la mère lave les organes génitaux beaucoup trop, avec trop de force, de violence, d'agressivité, d'insistance, d'obsession, au point de blesser l'enfant. Et ça, c'est une forme aussi d'inceste. Mais il y a aussi les mères qui sont amoureuses de leur enfant, qui placent leur garçon ou parfois leur fille, ça peut arriver aussi, à la place du mari ou en tout cas du père. Et au point que finalement, la nuit, ben, elles dorment avec leur fils ou même leur fille jusqu'à des âges avancés, hein, ça peut être jusqu'à 15 16 ans. Et le mari, ben, il va dormir dans le canapé ou dans le lit de l'enfant ou il est relégué dans une autre place. Il ne remplit pas finalement le rôle que l'on attend du père, qui est de détourner l'enfant de la mère pour le tourner vers le monde, hein. C'est pas pour rompre la relation à la mère, mais c'est pour sortir de cette bulle, de cette de cette relation, les yeux dans les yeux. C'est un peu ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai mis ce dessin ici, où c'est normal jusqu'à un certain âge, quand ils sont petits, que maman et son enfant soient dans cette bulle. Mais entre 2 et 3 ans, le père doit vraiment prendre sa place et faire en sorte de présenter l'enfant au monde. Si le père ne remplit pas ce rôle-là, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant va se tenir à côté de la mère dans une posture de couple, de partenaire. Et donc, on reviendra là-dessus plus tard, mais ça, c'est très important parce que dans tous les bouquins que j'ai lus, j'en ai lu une petite dizaine, et à chaque fois, un des gros problèmes dans l'inceste, c'est que on ne sait plus qui est qui et qui sont les parents, qui sont les enfants.
qui sont les premiers, qui sont les deuxièmes, etc. On ne sait plus quelle est la place. Enfin, il y a une confusion totale et c'est ce qui se passe ici. Mais ça va jusqu'à la confusion entre le corps de la mère et celui de son enfant. Ça, c'est vraiment la caractéristique de l'inceste maternel. L'inceste paternel, ni l'interdit intergénérationnel, c'est-à-dire que le père n'a pas de relation avec ses enfants, ça ne se fait pas. C'est un interdit qui structure d'ailleurs notre société. Et ça, c'est aussi assez intéressant. Je ne connaissais pas ça, c'est grâce à Ariane Bilérand. Ça alimente un fantasme de la parthénogénèse qui signifie que c'est la reproduction sans fécondation. Donc, il y a la croyance que si j'ai une relation, moi, père, avec ma fille, qui est encore, qui a 10 12 ans, c'est qu'il n'y aura pas d'enfants, mais aussi qu'on peut avoir des enfants sans avoir de sexualité. Vous voyez, c'est un petit peu particulier, mais très souvent, ils sont surpris de voir que eh ben, la sexualité avec ses propres enfants, ça donne des enfants. Et oui. Et c'est assez interpellant. Alors, il y a l'inceste du frère ou de la sœur. Ça arrive très souvent. Et moi, je recommande aussi Bruno Clavier, qui est un spécialiste, il est psychanalyste et psychologue clinicien, et lui-même a été abusé par son frère et par des adultes, hein, qui n'étaient pas ses parents, mais voilà. Et donc, l'aîné abuse de sa position dominante en proposant des jeux, et alors ça fait rire toute la famille. Ah, il joue au docteur, enfin ce genre de choses. Euh, mais en fait, derrière ça, c'est soumettre son frère à ses pulsions sadiques, parce que ben, on a tous du sadisme en nous, et justement, devenir un individu dans la société, c'est de pouvoir maîtriser ses pulsions sadiques. Et là, ce n'est pas le cas, et en plus, ces sujets à rigolade dans la famille, par les parents, où on dit, oh, il ne faut pas non plus exagérer, c'est normal, il joue, mais on ne tient pas compte de la souffrance de l'enfant qui subit ces comportements, ces agressions, cet envahissement, parce qu'il y a la notion d'envahissement aussi qui est très importante, que ce soit de la part des adultes comme du frère ou de la sœur. Il y a des sœurs aussi qui ont des comportements vis-à-vis de leurs petits frères qui sont déplacés. Alors, l'inceste par l'oncle ou la tante, ça c'est aussi des choses qui se font. Ça nie de nouveau l'interdit intergénérationnel et cela crée de la sidération lorsque c'est révélé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'enfant le signale, eh bien, toute la famille devient complètement sidérée. Ça veut dire quoi? Figée, deviennent bêtes, ils ne croient plus rien, ils savent pas réagir, ils savent pas comment se comporter lorsque c'est révélé, parce que même ça, la sidération, c'est aussi un trauma. C'est-à-dire que si les parents découvrent que leur frère ou leur sœur ou la belle-sœur ou le beau-frère a abusé des enfants, eh bien, ils deviennent muets de stupeur. Et c'est intéressant à voir que si ça se passe, c'est qu'il y a eu d'autres situations et que très souvent le grand-père a pu abuser. Et ça peut provoquer une régression chez la victime. Donc, un enfant qui se remet à faire pipi au lit comme ça vers 9 10 ans ou 12 ans, ou qui reprend des comportements de bébé, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est le système nerveux qui essaye de chercher la situation dans le passé qui a précédé l'agression et pour pouvoir ben, tenir le bon, parce que comme le dit Bruno Clavier, quand un enfant est incesté, c'est comme s'il avait été brûlé au 3e degré. Mais c'est au niveau émotionnel. Donc c'est vraiment très, très grave. Voilà. Alors là, c'est par le grand-père ou la grand-mère. De nouveau, ça nie l'interdit intergénérationnel. Et si les parents n'ont pas été incestés, ils ont du mal à croire que leur propre
père ou leur propre mère a pu avoir des comportements de ce type. Et donc, comme ils ont du mal à le croire, ils ne croient pas les enfants aussi. Et ça passe à la trappe, ou voilà, ou à la limite, on peut se fâcher, enfin, les parents se fâchent avec leurs enfants pour dire, il faut arrêter de dire n'importe quoi, ou ce genre de choses. Et donc, on nie l'événement, la famille le nie, condamne, juge, et donc la victime, elle est plusieurs fois victime. Alors, en faisant toutes mes recherches, je suis tombée aussi sur tout ce qui est l'incestuel. Donc, c'est quoi l'incestuel? C'est une ambiance familiale qui est très particulière parce qu'on ne passe pas à l'acte sexuel, ça ne se concrétise pas, mais la sexualité n'est pas respectée dans la famille. Et je vous recommande, il y a plusieurs vidéos sur YouTube qui en parlent très très bien. Et parfois, ça n'est même pas lié à la sexualité, mais c'est comme si on n'autorisait pas l'enfant à être un individu. Et dans individu, c'est indivisible, on ne peut pas le diviser. Il est unique, il est entier et il peut être différent de sa famille. Mais dans des familles incestuelles, on n'autorise pas les enfants à devenir différents de leurs parents, de leurs frères et sœurs, et ça crée un cocon fermé où il n'y a pas de place pour des relations sociales. On est enfermé et l'enfant est considéré comme une prolongation du parent. Donc, vous voyez qu'il y a un lien aussi avec le fameux inceste maternel dont je parlais tout à l'heure, où la mère ne fait pas la différence entre son corps et le corps de son enfant. Surtout que, comment dire, les mamans bah, sont les premières maintenant, il y a de plus en plus d'hommes hein, qui prennent soin, qui font les soins de donner des bains, de changer les couches, etc., des petits. Avant, c'était surtout les mamans. Maintenant, les papas le font aussi. Mais il y a une difficulté à comprendre que l'enfant est une personne, voilà, qui est un individu qui n'est pas une partie du corps du parent. Ça c'est quelque chose qui est assez difficile à comprendre dans certaines familles. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas de il y a pas de passage à l'acte sexuel, mais on va embrasser sur la bouche, on va être très intrusif, envahissant, on va aller dans les affaires, on va lire les journaux intimes, on rentre dans la salle de bain, on a interdit de fermer la porte quand on va aux toilettes. On a interdit de prendre un bain tout seul avec la porte fermée, etc. Il n'y a pas de limite dans ces familles et le parent aussi utilise son enfant pour assurer sa domination. Donc, par exemple, des parents qui se réalisent à travers leurs enfants, eh bien, quelque part, il y a une forme d'incestuel dans cet aspect-là. Ils satisfont leurs besoins à travers les enfants. Ils se valorisent à travers leurs enfants. Les limites ne sont pas claires, donc une fois de plus, il y a confusion. C'est vraiment ça une des c'est ce qui est commun à tous les aspects de l'inceste et de l'incestuel, c'est la confusion et le mélange des générations. Voilà, alors ici, le parent incestueux ne donne pas, mais il prend chez l'enfant ce qu'il n'a souvent pas reçu de ses parents. Et ça, je fais un lien avec Bozormeni Nagy, qui est comment dire, un chercheur psychologue qui s'est beaucoup intéressé à l'équilibre de la loi du donner, du recevoir. Bien entendu, lui, il ne l'exprime pas de cette façon, mais il parle de la dette. Donc, quand un parent n'a pas su donner ce qu'il fallait à son enfant, donc de l'attention, de la reconnaissance, de la présence, euh, et que quelque part, il a cherché chez son enfant la reconnaissance qu'il n'a pas reçue de ses parents, il a cherché l'approbation qu'il aurait voulu obtenir de ses parents, il se crée une dette. Et cette dette, en fait, elle peut aussi se créer avec la sexualité. Le parent incestuel qui n'a pas reçu l'affection qu'il aurait voulu de ses parents
va aller chercher cette affection à travers son enfant et il va parfois aller la chercher à travers la sexualité. Ah, vous le savez, même dans les couples d'adultes, parfois l'homme comme la femme peuvent se sentir insatisfaits dans leur relation parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a de rencontre que quand il y a un rapport sexuel et que pour avoir de la tendresse, il faut avoir un rapport sexuel. Eh bien, ça se fait aussi avec les enfants. Voilà, alors le parent considère son enfant comme une béquille. L'enfant est donc idolâtré, mais en même temps, il est voué euh, je dirais, à l'enfer si cet enfant ne fait pas exactement ce qui est attendu par le parent. Donc le parent attend autant de sa part, il attend que l'enfant idolâtre son parent. Donc l'enfant a comme responsabilité de rendre heureux son parent. Ça, c'est très important, hein, j'aurais presque dû le mettre en rouge, ça, sans avoir la possibilité d'être mieux que celui-ci. J'ai oublié une partie de la phrase, c'est pas grave. Et donc, on lui dit, il y a une injonction qui lui dit, ne deviens pas toi-même, tu n'as pas droit à être toi-même. Et donc, même s'il n'y a pas un problème au niveau de la sexualité, eh bien, il y a une ambiance incestuelle si le parent se comporte de cette façon-là. C'est costaud. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Le père prend encore son bain avec sa fille de 13 ans qui est réglée à son corps qui se transforme. Et ils sont à poil dans le bain, et tatati, tatata, et voilà. Il n'y a pas de passage à l'acte, mais c'est pas sain. C'est pas normal de faire ça. Le père est amoureux de sa fille, et tout le monde s'extasie. Oh, parce que ça aussi, hein, c'est assez triste à voir, mais tout le monde trouve ça adorable, comme le papa est amoureux de sa fille. Et donc, le père est amoureux de sa fille, qui finit tout doucement par remplacer sa femme, ou la mère est amoureuse de son fils, comme je en parlais tout à l'heure, qui remplace progressivement le mari, ce qui va se traduire aussi par de la jalousie, du contrôle des relations amoureuses à l'adolescence, hein, le père qui contrôle les relations amoureuses de sa fille, ou la mère qui dit à son fils, oh, tu dois te méfier des femmes, elles sont toutes des salopes, etc. Et qui parle parfois d'un langage cru, hein, que ce soit le père ou la mère, hein, d'ailleurs. L'intrusion dans les affaires personnelles de l'enfant, comme je le disais tout à l'heure, voilà, donc ça je l'ai déjà dit, voilà. Aussi dans des familles où les conversations sont triviales, parlant de sexe à tout moment et créant une gêne chez l'enfant ou l'adolescent, ou même il y a des pères comme ça qui se mettent à draguer les copines de leur fille, ou des mères qui draguent les copains de son fils. C'est des choses qui arrivent, ça, et qui rigolent de tout ça. Alors, quels sont les besoins des victimes d'inceste? Mais elles n'ont pas beaucoup de besoins, elles ont besoin de reconnaissance, d'être reconnues en tant que victimes, d'être reconnues et qu'on dise oui, euh, ça t'est arrivé, ça t'est arrivé. Ça, c'est très important. Et ce qui se passe très souvent, c'est que malheureusement, on leur nie cela. Ensuite, la justice. C'est très important que justice soit faite et que l'on puisse, euh, par la justice des hommes, dire que ce que le père ou la mère a fait, c'était condamnable et que la personne soit condamnée. Ça va soulager. Peut-être que dans un premier temps, l'enfant qui est très loyal, hein, et donc je reviens sur les autres masterclass sur les loyautés toxiques et ce genre de choses, la loyauté de l'enfant est qu'il va mordre sur sa chic et il va prendre sur lui pour protéger ses parents, pour éviter que les parents soient condamnés. Et donc, il préfère être mal lui-même que de voir ses parents condamnés parce que la cellule familiale va être endommagée, va être perturbée et pour l'enfant, euh, perdre la famille, l'équilibre de la famille, c'est perdre la sécurité de base. Même si l'enfant ne vivait pas dans un environnement sécure, voilà, c'est une question de survie. Donc, il faudra
l'accompagner à travers cette démarche de justice et il leur... En fait, elle a fait un cercle de pardon ce week-end et il y a eu des raisons. Ah oui? C'est qui parle là? Pour les commentaires, je propose qu'on parle à la fin. Il y a certainement des choses intéressantes, mais coupez votre micro, s'il vous plaît. Et puis, du temps. C'est très important. Comme je disais, euh, Bruno Clavier, qui lui-même peut vraiment bien en parler parce qu'il a été lui-même victime, il dit qu'on est vraiment, les victimes d'inceste sont vraiment comme des grands brûlés, donc il faut du temps pour se réparer. Ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Voilà. Alors, je viens ici avec les trois piliers fondateurs des sociétés humaines qui touchent justement trois systèmes, hein. Donc, il y a le microsystème, c'est la famille. Et là, c'est l'inceste, c'est un interdit. Dans toutes les cultures, il y a l'interdit de l'inceste. Mais c'est vrai que, par exemple, dans les familles royales égyptiennes, c'est les frères et sœurs se mariaient pour garder le contrôle de, de leur société, de, de garder le pouvoir, hein. Donc, il y a quand même des cas de figure, hein. Mais c'est quand même l'interdit de l'inceste est commun à toutes les cultures. Un autre interdit, c'est au niveau du mésosystème, ça c'est la communauté. La communauté, c'est les tribus, c'est les villages, c'est les groupes humains. C'est l'interdit du cannibalisme parce que ça met une séparation entre l'humain et les animaux. Et donc, les humains ne mangent pas leurs semblables, mais on sait bien qu'il y a des peuplades qui mangeaient leurs semblables, mais c'était toujours dans des rituels. Ça ne veut pas dire que ça justifie le fait de surmonter enfin de s'autoriser à faire du cannibalisme. Mais voilà, donc ça c'est un interdit très très important. Et un autre interdit au niveau de l'humanité, c'est l'interdit de tuer, le meurtre. Ça c'est au niveau du macrosystème. On ne tue pas son prochain. C'est vraiment un énorme interdit. Et voilà. Et nos sociétés humaines, elles se reposent sur ces trois interdits, celui de l'inceste, du cannibalisme et du meurtre. Ouais, bon, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais voilà. Donc ici, je reviens un peu sur la nature de l'interdit. L'inceste, c'est l'interdiction des rapports sexuels dans la famille proche, des parents, les enfants, les beaux-parents, les beaux-enfants, les grands-parents, les petits-enfants, les oncles, tantes, neveux, nièces. Voilà, ça permet de créer des alliances entre famille et peuple, ça protège l'enfant de la confusion des rôles et ça permet la circulation de la vie. Les conséquences si on transgresse, c'est l'enfermement du système, domination et abus, traumatisme et maladies psychiques transgénérationnelles, hein. On transmet avec des secrets, etc. Le cannibalisme, c'est l'interdiction de manger de la chair humaine. Ça permet de séparer les humains et les animaux, d'instaurer un contrat de non-dévoration et pas de décoration, et ça protège la cohésion de la communauté. Si on ne respecte plus ça, il y a un effondrement des repères. En fait, ça crée de la peur, de l'anxiété. Il y a une régression à la sauvagerie et à la perte de l'humanité commune. Le meurtre, interdiction de tuer son semblable, ça garantit la valeur de la vie humaine, permet la confiance dans le collectif et rend possible la justice au lieu d'être dans la vengeance. Si on ne respecte pas cet interdit, ben, on entre dans la violence, le cycle de la violence et de la vendetta, de la vengeance, c'est le nom italien. Il y a une dislocation du groupe et la terreur et l'insécurité permanente, hein. C'est un peu ce qui commence à arriver tout doucement dans nos sociétés, puisqu'on condamne de moins en moins les personnes qui ont commis des crimes, hein. Ils sont remis dans la société et ils recommettent, ils récidivent régulièrement. Alors, ici, ça, c'est un témoignage d'une auteure anonyme qui a écrit Jour d'inceste et qui dit coucher avec mon père a fait de moi une orpheline. C'est intéressant comme phrase, c'est pour ça que je l'ai reprise, parce que justement, elle parle de la loi d'appartenance, la loi de l'ordre et de la loi d'équilibre du donner et du recevoir. Donc, la loi d'appartenance, qui est une des lois systémiques de base, fondamentale, qui dit que tout individu qui est conçu dans une famille a le droit d'appartenir à cette famille.
c'est un droit. Et quand l'inceste est vécu, il prive l'enfant de son appartenance légitime parce que il ne peut plus appartenir. Parce que c'est, comment dire, on peut avoir des relations sexuelles avec des personnes qui sont en dehors de notre famille. On appelle ça l'exogamie. L'endogamie, c'est de se marier avec des personnes de son système familial. C'est des choses qui existent dans le monde, hein, donc avec des cousins, des cousines. Par exemple, moi, je suis issue, mes arrière-grands-parents étaient, euh, comment dire, mes grands-parents étaient des cousins germains. Et donc, de mon arc familial, j'ai les mêmes ancêtres du côté d'Agné paternel que d'Agné maternel. Ah, ça, c'est de l'endogamie. L'exogamie, c'est ce que ma mère a essayé de faire, c'est d'aller chercher un partenaire sexuel qui a pu être le père de ses enfants, donc moi par exemple, à l'étranger. On va aller chercher à l'étranger. Donc, mon père n'appartenait pas à la famille de ma mère. Quand on a une relation sexuelle avec son enfant, on place l'enfant en dehors de la famille. Donc ça, c'est très grave parce qu'il perd son droit d'appartenance. L'inceste brouille l'appartenance. L'enfant, devenant un partenaire sexuel, il devient un étranger. Cela crée de l'exclusion, du silence, des secrets transgénérationnels. D'où ce que dit ici cette personne, couchée avec mon père, a fait de moi une orpheline. Elle a perdu le père, elle n'a plus de père. Voilà, donc ça c'est un élément très important. Et ici on a un exemple très horrible, c'est Elisabeth Fritz qui a été incestée à partir de ses 11 ans, donc elle avait sans doute, elle devait être aux alentours de ses règles, et elle a été séquestrée à partir de ses 18 ans dans un abri anti-atomique à l'insu même de sa mère. Donc, vous avez vu, hein, comme le fantasme que les parents savent. Donc, même si la mère pouvait ressentir au fond d'elle, elle ne pouvait pas l'admettre parce que c'était trop incroyable. Et donc, cette jeune fille, donc ici, comment, voilà, attendez, hop, ici, on voit c'est la fille, ça c'est la mère, hein, donc c'est les parents, mais donc elle a pris la place de la mère où elle s'est mise, on pourrait la mettre ici à côté de Joseph le père. Et donc, ils ont eu beaucoup d'enfants déjà, rien que le couple Joseph et Rosemary. Et un des enfants, ici, la fille Elisabeth, ben, elle a eu 7 enfants, elle a été séquestrée pendant 24 ans. Vous imaginez, dans cette espèce de bunker ici. Voilà, donc c'est un exemple terrible. La loi de l'ordre ou hiérarchie, une deuxième loi fondamentale systémique, c'est que, comment dire, les parents viennent en premier et les enfants en second. Donc il y a un ordre d'arrivée. Et voilà, donc le premier précède le second précède le troisième, etc. Les parents précèdent les enfants. Quand il y a inceste, ça inverse les générations. L'inceste va inverser l'ordre. L'enfant devient le grand et le parent devient le petit ou l'égal. Conséquence, ben, confusion des rôles, inversion générationnelle et aussi il y a une transmission des fardeaux. Et l'enfant, ici, vous avez vu, j'ai mis l'arbre à l'envers. L'enfant se met à porter tout le système. Donc c'est terrible au niveau transgénérationnel et systémique. Et puis, il y a la loi de l'équilibre entre donner et recevoir. L'inceste impose une dette impossible à rendre. Donc, je reviens avec j'ai oublié son nom qui est difficile à prononcer. Oui, je mis oui, c'est ça. Bozormeni Nagy, qui a étudié ça pendant quasiment toute sa vie. Voilà, dans la relation saine parent-enfant, le parent donne, l'enfant reçoit et transmet à sa descendance. Donc, il ne peut pas y avoir de dette parce que c'est normal que le parent donne la vie et donne aussi les moyens de faire grandir cette vie jusqu'à ce que l'enfant
devienne capable de prendre sa vie en main et de transmettre à sa propre descendance. L'inceste fait quoi? Force l'enfant à donner à son parent ce qu'il ne peut pas donner. Il ne peut pas donner la sexualité à son parent, ça c'est tout à fait impossible, créant ainsi une dette. Et cette dette va avoir un impact sur les générations à venir. Conséquence, il y a une culpabilité, une dette infinie qui se reproduit, des relations déséquilibrées à l'âge adulte et report de la dette sur la descendance. Voilà. Et vous voyez le nom Bos Zormini Nagi. Alors, l'inceste, ici avec les trois lois, l'inceste inverse les générations, l'inceste impose une dette impossible à rendre, l'enfant devient étranger à sa famille. Vous avez vu quel foutoir ça peut être. Alors, les violences de l'inceste, c'est la perte de l'identité, l'objectification, la fusion malsaine, le blocage psychique de l'enfant. Le blocage psychique, ça peut aussi faire que l'enfant, finalement, refuse de grandir. Et ça peut même se révéler physiquement. Il ne va pas grandir psychiquement, mais aussi physiquement. Et il y a une emprise psychique de l'abuseur sur l'enfant. Alors, comment repérer l'inceste? Ben, il va être essentiel hein, pour vous, que vous soyez facilitateur, coach ou tout autre énergéticien, c'est être capable de repérer les indices d'abus possibles dans l'enfance. Et vous avez le tableau que je vous ai donné aussi au départ. Mais en même temps, il est très, très important de ne jamais, 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 j'insiste là-dessus, asséner votre intuition, même si vous voyez tous les critères qui disent c'est un inceste. Si la personne n'en est pas consciente, vous ne devez pas le lui dire, mais vous devez l'accompagner en ayant ça en tête. C'est très important parce que ça pourrait refaire un énorme choc pour la personne. Voilà, donc pourquoi donc même si tous les indicateurs sont positifs, tant que votre client ne s'en souvient pas, il faut rester prudent. Parce qu'on peut aussi se tromper, hein, aussi. Tout est possible. Il faut absolument respecter le rythme de votre client et non le vôtre. Et ça peut parfois prendre des années entre le moment où il vient chez vous, vous réalisez que votre client est probablement victime d'inceste, mais il n'est pas prêt à l'entendre. Vous devez attendre et l'accompagner de façon à ce qu'il puisse y aller doucement, mais c'est à son rythme. Mais normalement, les rêves et il va y avoir plein d'événements qui vont l'amener à prendre conscience de ça. Voilà, donc ça c'est très important de ne jamais imposer ça. Alors, il est aussi possible que votre client porte en lui la mémoire des abus vécus par ses ancêtres. Et donc, c'est comme si ça lui était arrivé, mais ça n'est pas arrivé à votre client, mais ça a été vécu dans la famille ou les deux aussi, c'est possible. Donc, parfois, ça peut être intéressant de demander, tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire familiale? Est-ce qu'il y a eu des abus? Parce qu'alors là, on peut faire un pont avec des abus potentiels, mais pas d'office qui serait arrivé à votre client, mais également il peut manifester tous les symptômes des traumas des ancêtres sans avoir été lui-même abusé. Donc ça, c'est très important. Alors oui, je reviens avec ça comme des grands brûlés. Vous savez, les grands brûlés, c'est un truc de fou, hein. Ils doivent être dans des chambres stériles, on doit les emballer avec des crèmes spéciales cicatrisantes et tout, parce qu'ils ont perdu leur peau, hein. Et donc, les victimes d'inceste n'ont plus de peau émotionnelle. Bon, ça, c'est important et il faut être très, très délicat avec ces personnes. Mais alors, que faire hein, si je vous dis que vous ne pouvez pas leur dire est-ce qu'on peut dire que les constellations familiales peuvent guérir les victimes d'inceste? Bon, moi, je dirais que non, mais ça peut vraiment aider. Alors, qui est Bert Hellinger pour les personnes qui ne connaissent pas encore? Bert Hellinger, c'est celui qui a créé la méthode des constellations systémiques des familles et des organisations. C'était un ancien prêtre missionnaire catholique en Afrique du Sud, directeur de plusieurs collèges, et il a été pas mal en contact avec les tribus zoulous, au point qu'il parlait couramment leur langue.
et qu'il a pu participer à beaucoup d'événements et de moments importants de la vie des Zoulous. Et à un moment donné, il a remis en question son choix d'être prêtre et il s'est formé à la psychanalyse jungienne. Il s'est inscrit dans le mouvement Palo Alto avec Eric Berne, avec qui il a aussi collaboré. Il a beaucoup travaillé avec Arthur Janov et il est vraiment dans la lignée de Virginia Satir, qui est une des premières à avoir créé les sculptures familiales, qui est quelque chose d'assez proche finalement des constellations familiales. Et il a été aussi formé à la phénoménologie. Alors, la phénoménologie, c'est une manière d'aborder la vie, mais aussi les expériences. Alors, il faut savoir que Bert Hellinger a été fort critiqué pour son approche d'accompagnement des personnes incestées. Et c'est vrai qu'il a été souvent mal compris parce qu'il avait sa façon de voir les choses qui se défend. Bon, il y a des choses que je n'aime pas, mais la plupart du temps, c'est important. Alors, j'ai fait des recherches sur Internet à ce sujet et j'ai trouvé, par exemple, sur un site que Berthellinger aurait invité le représentant de la victime incestée à s'agenouiller devant le représentant du père et à demander pardon. Alors, je me suis dit, les gens, ils disent peut-être n'importe quoi, ou alors la personne n'a rien compris, parce que Berthellinger, en fait, ne proposait jamais de demander pardon. Étonnamment, vous allez me dire, un prêtre catholique devait être très, très passionné et pratiquer le pardon, mais non, parce qu'il avait toute une logique par rapport au pardon qui faisait qu'il n'invitait jamais les participants aux constellations à demander pardon ou à faire quoi que ce soit en lien avec le pardon. Donc, je remets en question ce que j'ai lu là au niveau de cette affirmation et je pense que la personne n'a rien compris de ce qui se passait. Voilà. Alors, une phrase qui a été proposée à la représentante de la victime a été rapportée. Je te remercie, Père, je suis reconnaissante d'avoir pu faire cela pour toi. Bon, bah, moi, je ne sais pas, je ne ferai jamais dire ce genre de choses à mes clients, déjà. C'est vrai que c'est une phrase qui est très violente, surtout quand elle est rapportée hors contexte. Donc, dans l'article, elle était juste là. Voilà, c'est ce qu'on a fait dire à la représentante de la victime. En même temps, on peut dire peut-être, disons qu'il est fait dire cela et qu'elle avait pour objectif d'être provocative, non pas pour la fille ou la représentante de la victime, on va dire, mais pour le père. Parce que, en tant que père, si j'entends que ma fille me dit, je suis reconnaissant d'avoir pu faire cet acte sexuel pour toi, d'avoir pu faire cela, eh bien, ça doit être interpellant, culpabilisant, peut-être. Ça dépend si le père était vraiment complètement psychopathe, ça n'a pas dû lui faire beaucoup d'effet. Donc, mais je pense que l'intention de Berthellinger était de redonner de la puissance à la victime. Mais bon, voilà. Personnellement, je n'utiliserai pas ce genre de phrase qui est un peu violent. Voilà. Alors, il aurait fait dire aussi à la représentante de la victime d'inceste, Maman, je l'ai fait à ta place. C'est une phrase que moi, je peux utiliser si ça se présente avec prudence. Et là, Berthellinger, quand il fait dire cette phrase, qui est très difficile là aussi à entendre quand on ne comprend rien du tout aux constellations familiales, c'est qu'il souligne avec cette phrase qu'il y a eu une confusion inter- ou intragénérationnelle. Donc ça, c'est aussi important, mais c'est de nouveau à utiliser avec prudence. Oui, très souvent, Berthellinger a été mal compris. Et voilà, ici, un autre extrait d'un site, là, je mets le lien en dessous. On y constate notamment que cette méthode disculpe un père qui viole sa fille en accusant la mère d'avoir refusé des relations sexuelles. La fille prend alors la place de la mère. Dès lors, le violeur ne doit pas être traduit en justice, mais la fille doit suivre une thérapie. Et je vais aller plus loin avec ça. Donc, moi, là où je ne suis pas d'accord avec Berthellinger, et oui, j'ose tenir tête à Berthellinger, c'est que Berthellinger n'était pas favorable à punir l'incesteur en faisant appel à la justice. Personnellement, je pense qu'il est important que la loi, qui est une loi de la société,
puisse interdire l'inceste et punir donc les personnes qui font cela, incestent leurs enfants, et que cet interdit soit appliqué dans la société. Donc, moi, je suis pour aller en justice avec ces personnes parce que ça va aussi limiter la reproduction de ces comportements d'une certaine façon. Il faut aussi qu'il y ait un soin, il n'y a pas que la punition par la justice, il faut qu'il y ait aussi des traitements qui soient faits, mais le fait qu'il y ait un interdit qui soit là dans la société, c'est un des piliers de notre humanité. Alors, Bert Hellinger ne reconnaît pas vraiment la victime. Moi, je crois que c'est très important de reconnaître le statut de victime. Pourquoi? Parce que ça permet de lever la honte que porte la personne abusée. Et quand je dis ça, je sais de quoi je parle parce que le père de mes enfants a porté la honte. Bon, là, c'était pas un inceste, c'était un abus d'un prêtre qui a abusé de lui. Mais il a porté cette honte et cette honte, il a transmise à un de ses enfants, puisque j'ai un de mes enfants qui porte une honte, je ne sais pas d'où il vient, et il n'arrive pas à s'en défaire. Donc, ça se transmet d'inconscient à inconscient. Donc, c'est très important. Par exemple, mon ex-mari, le père de mes enfants, n'a jamais été reconnu en tant que victime et il n'y a jamais eu d'acte. Alors, c'est pas une histoire d'argent, hein, c'est vraiment que ça soit dit et reconnu dans la communauté où ça s'est passé, dans le groupe, dans le village, là où les gens le connaissaient. Parce que finalement, à force de faire des tentatives de suicide, enfin, toute la famille pensait qu'il avait un grain, mais il n'était juste qu'une victime d'un abus. Et ça, c'est très grave. Alors, Bert Hellinger ne semble pas faire des cas des effets du trauma et de ses conséquences. Alors là, je mets ne semble pas, je ne sais pas, voilà, je laisse comme ça et je reviens avec Bruno Clavier qui considère que les personnes abusées doivent être traitées comme des grands brûlés émotionnels et psychologiques. Et je crois que des fois, Bert Hellinger était un petit peu sauvage. Il faut savoir aussi que Bert Hellinger avait des loyautés probablement inconscientes vis-à-vis de l'Église catholique. Et donc, voilà. Je vous laisse la suite, imaginer la suite. Alors, la phénoménologie, pour moi, c'est une clé d'un accompagnement non jugeant. Alors, la phénoménologie, pour vous résumer rapidement, je regarde l'heure, j'ai déjà dépassé de 17 minutes, vous voyez hein, que j'aurais tellement à dire. La phénoménologie, c'est observer sans interpréter, donc sans juger, sans avoir d'avis. Et le fait d'observer, ça permet d'accepter et non pas d'approuver ce que l'on voit, ce que l'on observe. Voilà. Et ça, c'est une vidéo que je ne vais pas vous passer non plus, mais parfois dans un système familial, il y a l'incesteur et on va le considérer comme la mauvaise personne, mais ce n'est pas toujours celle que l'on croit. Et ici, dans cette constellation, je pourrais vous envoyer le lien de cette constellation. Maintenant, il faut comprendre l'anglais parce que ce n'est pas traduit en français. La mère est tout aussi cruelle, peut-être même plus que le beau-père abuseur. Et cette mère semble souffrir de schizophrénie non diagnostiquée. Et il faut savoir que la schizophrénie est associée au fait qu'une personne en elle porte en elle à la fois le bourreau et la victime. Et donc, c'est pas étonnant qu'elle se retrouve avec un mari qui a abusé de l'enfant. Voilà. Alors, pour accompagner, il faut aller regarder l'amour dans le système. Dans la famille, l'amour s'exprime de différentes manières. Malheureusement, des fois, elles sont perverses. Et donc, c'est vrai que même quand il y a cet abus au niveau incestuel, etc., il y a aussi de l'amour derrière. Je sais que je vous ai parlé qu'on objectifiait l'enfant, le parent objectifiait son enfant pour l'utiliser pour satisfaire ses envies. Mais derrière tout ça, il y a de l'amour. Et l'amour permet à la vie de couler de génération en génération.
Et donc, l'enfant, inconsciemment, va prendre une place qui n'est pas la sienne et il va aussi en tirer des bénéfices. Il ne le fait pas par choix, il le fait par amour pour survivre. Ça, c'est aussi important. Voilà. Et les intrications, il y a pas mal d'intrications aussi dans l'inceste. Alors, c'est quoi l'intrication? Il y a l'intrication quantique. C'est le phénomène qui relie deux particules, deux atomes, et qui font qu'elles partagent instantanément les mêmes propriétés indépendamment de la distance. Donc, il y a un atome qui peut être, disons, à New York et l'autre à Pékin, et c'est observé, elles partagent instantanément les mêmes propriétés. Donc, ça, c'est un signe que l'intrication familiale, c'est ce qui se passe aussi, c'est un phénomène par lequel deux individus d'une même lignée ou de membres qui ont rejoint le clan, des partenaires amoureux, des victimes de meurtres ou de viols, etc., peuvent être liés de telle manière qu'ils partagent les mêmes émotions, traumas, mémoires, indépendamment de la génération. Et c'est pour ça que les constellations peuvent aider des personnes à se libérer de ce poids qu'ils portent parce qu'ils sont connectés à quelqu'un du système qui a vécu l'inceste, qui a vécu l'abus, qui a été abuseur ou qui a été abusé. Parce qu'il vient réparer ce que l'abuseur a fait, ou en étant victime, ou il vient rééquilibrer quelque chose. Voilà. Comment accompagner la victime d'inceste ou de climat incestuel? Eh bien, je vous invite à écouter votre client sans interpréter, à poser des questions puissantes, ce qui veut dire que vous demandez comment, que vois-tu, entends-tu, ressens-tu, quand, depuis quand, pendant combien de temps, avec qui, quoi. Et attention surtout à ne pas créer une histoire qui est plus la vôtre que celle de votre client. C'est parfois difficile. Parce que si vous avez l'idée que la personne a été incestée, vous allez peut-être pousser, malgré vous, à faire dire ça. Repérer dans le discours les indicateurs d'un abus potentiel en s'appuyant sur le tableau des symptômes. Restez humble, humble, humble et humble, et commencez à partir de ce qui est dit par votre client, ni plus ni moins. N'en rajoutez pas. Faire représenter la famille d'origine par votre client, lui ou elle, son père, sa mère, et si c'est nécessaire, ses frères et sœurs, et observer comment chacun est placé. Qui est à la droite du père, à la gauche du père, faire de même par rapport à la mère. Donc ici, je vais peut-être même vous montrer autre chose. Ici, voilà, recharger. Je vais partager ce. Donc, par exemple, vous faites représenter et l'enfant se place à la droite ou à la gauche du père, la mère regardant ailleurs. Hein. Donc ici, vous voyez, elle regarde ailleurs. Elle est tournée vers. Donc, on peut dire que l'enfant fait couple avec son père d'une manière ou d'une autre. Voilà, soit par ici, soit par là. Donc ça, c'est vraiment une manière de comprendre que là, il y a quelque chose, peut-être pas de l'inceste, mais de l'incestuel. Alors, hop. Ah non, c'est pas celui-là que je voulais partager. Je dois réouvrir celui-ci. Hop, je repartage. Voilà. Présenter. Voilà. Voilà, voilà, comme ça vous avez vu. Et puis après, bah, il y a les phrases dites libératrices qu'on peut proposer. Et, pour info, je donne un atelier la semaine prochaine sur les phrases libératrices. Donc, si jamais vous êtes intéressé. Donc, des phrases comme je suis ton fils, je suis ta fille, toi tu es mon père ou tu es ma mère. Rien que ça permet en fait de déconfusionner, de sortir de cette confusion. Par exemple, vous pouvez faire dire ce que vous m'avez fait ma nuit et je vous en laisse porter les conséquences. Je ferai quelque chose de bien de ma vie malgré tout. Ça peut être une autre phrase. Vous m'avez fait beaucoup de tort et je ne vous le pardonnerai pas. Je n'ai pas le droit de le faire. Vous voyez, je vais
à l'opposé de ce que j'ai pu montrer tout à l'heure, où on demande pardon à son abuseur. Enfin, c'est un peu n'importe quoi, ça, mais bon, voilà. Je suis la petite et toi tu es le grand, c'est vous les coupables, ce n'est pas moi, maman ou papa, tu m'as confondu avec quelqu'un d'autre. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui peut arriver, c'est que la mère ou le père confond son enfant avec quelqu'un d'autre et donc établit une relation sexuelle avec son enfant parce qu'il ne voit pas que c'est son enfant. Alors, je propose quand même cette phrase dans certains cas, maman, je l'ai fait à ta place. Comme ça redonne de la force aussi à l'enfant. Le représentant du père ou de la mère, je peux lui proposer de dire, mais des fois, ça marche pas. Je regrette ce que j'ai fait ou j'ai conscience de t'avoir nui. Ça va être aussi des phrases qui peuvent aider. Également, c'est important parce que des fois, quand on a été tellement blessé par ses parents, son père, sa mère, que on rejette tout de ses parents. Mais il y a quand même une chose qu'ils ont transmise et que l'enfant ne peut pas rejeter, c'est la vie. Et donc, on peut faire dire, je prends la vie que vous m'avez transmise et je vous laisse le reste. Mais on prend la vie. Ça, c'est très important, c'est une phrase très importante. On peut faire dire aussi ça, je porte ma part de responsabilité. Alors, responsabilité, ça n'a rien à voir avec la culpabilité. La responsabilité, ça veut dire je suis capable de répondre de ce que j'ai fait. Et donc, je l'ai fait pour survivre. Donc, je porte ma part de responsabilité. Donc, ça, c'est délicat, hein. C'est des phrases, voilà, je ferai attention avant de les dire, mais je vous les soumets parce que ça peut être une phrase qui peut donner de la force. Et je vous laisse porter votre culpabilité parce que faire dire je porte ma part de responsabilité sans faire dire je vous laisse porter votre culpabilité, eh bien, ça n'a pas le même effet. Voilà, je l'ai fait par amour, on peut aussi essayer. Et donc, il faut toujours aller par essai, hein, et dire. Et si tu veux pas le dire, ne répète pas cette phrase. Il faut jamais forcer. Mais ça fait partie de la masterclass des phrases libératrices. Je l'ai fait pour survivre et continuer d'appartenir à la famille. Ça peut être aussi une phrase qui peut aider. Alors, moi, je recommande de travailler en partenariat avec des autres professions comme des hypnothérapeutes, des somatothérapeutes, de l'EMDR, des spécialistes en trauma et de vous autoriser à déléguer. Ce n'est pas la spécialité des constellations que de résoudre les souffrances liées à l'inceste. On peut aider, mais ça ne suffit pas. Donc, il faut reconnaître qui appartient à la famille aussi, ne pas oublier toutes les relations importantes précédentes de nos parents, grands-parents, qui font aussi partie du champ familial. Toute personne qui a influencé le destin de la famille d'une manière bénéfique ou maléfique, parce que ça peut créer aussi cette confusion. Alors, jusqu'où le client pourra faire face avec la réalité, le placement va permettre de renforcer le soutien. On peut aller chercher des ancêtres qui donnent de la force. On peut aussi accompagner la personne à voir la réalité, voir ce qui est, par des phrases comme je te vois, père, je te vois père maintenant, ou je te vois inceste par exemple, ou je te vois abus et aller dans cette dynamique-là. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, c'est possible et j'avance. Là, je l'ai déjà dit. Alors, il y a les mouvements de guérison. Chercher un ancêtre fort dans une des deux lignées, mettre en contact le client ou la cliente avec la force de vie. Parfois, il n'y a personne dans les deux lignées qui peuvent apporter la force. Alors, on va aller chercher la force de vie. Moi, j'utilise la corde pour séparer le client du père et de la mère abuseur. Parfois, je fais représenter la honte et je fais remettre la honte aux parents. Voilà. Voilà, on est enfin arrivé à la fin. C'était 1 heure et demie, c'était une masterclass très costaude. Voilà, et j'ai un cadeau pour vous. Si vous voulez participer à l'atelier pratique qui consiste en une démo et une mise en pratique en sous-groupe, eh bien, ah oui, et j'ai trouvé la personne qui sera volontaire pour la démo, donc ça, ce n'est plus. Voilà, j'offre 23% de réduction, donc vous allez économiser 34,50 € et l'atelier pratique est à 150 € au lieu de 184,50 € TTC. Et donc les 150 €, c'est aussi taxes comprises, hein, donc voilà.
Euh, et récap, nous avons vu ce que l'inceste concerne. Nous avons vu que l'inceste concerne la famille de sang, la famille élargie, ainsi que la famille par adoption, parce que parfois on croit que, ou les belles familles, hein, vous voyez. Nous avons fait la différence avec le climat incestueux et la famille incestueuse qui objectifie et parentifie, très important, les enfants, qui sont là pour valoriser les parents généralement pervers narcissiques. Nous avons vu les symptômes qui doivent mettre la puce à l'oreille du facilitateur systémique ou du coach, les différents types d'inceste. Nous avons regardé l'inceste avec les 3 lois systémiques. On a vu aussi les cycles dans la répétition des abus, incestes et viols. On a vu la vision de Bertelinger, les interdits de l'inceste dans notre société, la phénoménologie, observer sans interpréter, l'intrication. Comment accompagner avec douceur et respect les victimes d'inceste, rester humble, respecter le rythme, faire confiance au processus, travailler en partenariat, ne pas asséner des vérités inaudibles, utiliser les phrases libératrices avec délicatesse, les mouvements, et on a vu que faire de la vie qui a été donnée par le parent abuseur. Et je vous dis un tout grand merci. Voilà. Ouf. Merci, merci d'être resté jusqu'au bout. Voilà, voilà, voilà. Donc, ici, j'arrête. Ici, pour la question de Karine qui demande Euh, que faire quand un client, une cliente vient avec un flash de quelqu'un, d'un abus, mais sans savoir qui c'est de redonner confiance à la personne en disant faites confiance à ce que vous avez ressenti. Votre corps vous donne un flash, ben, faites confiance. Et vous ne savez pas encore qui c'est, mais prenez le temps. Faites confiance, ça va venir quand ce sera le bon moment. Parce que déjà, c'est génial, elle a pu avoir le flash, c'est-à-dire qu'il y a une mémoire qui est remontée, et il lui faudra du temps pour pouvoir accepter que c'est quelqu'un en qui elle avait confiance. Parce que c'est ça le pire. Déjà, de quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est terrible d'être abusé, mais en plus de quelqu'un à qui on faisait confiance, c'est encore plus violent, puisque cette personne nous a abusés. Donc, c'est vraiment de, de l'encourager à se faire confiance et de lui laisser aller à son rythme. Ça, c'est très important, c'est son rythme. Parce que parfois, il y a comme une pression. Ah, maintenant, j'ai eu ce flash, maintenant, je dois savoir. Ouais, ouais. Mais son subconscient a son propre rythme et c'est important de suivre le propre rythme. Et parfois, ça peut prendre des années. C'est exactement ce que je lui ai dit. En fait, je lui ai dit, Ah, super. mollo, 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 euh, ça vient d'arriver, donc on va y aller comme ça vient. En fait, moi je dis, je vais tirer les fils tout doucement et Mhm. on verra le jour où ça tombe sur la grosse pelote. Ben Mais oui. voilà. Très important parce que on peut faire encore plus de tort parce que c'est de nouveau des abus, hein. Mm. Nous, en tant que praticiens, on peut aussi être dans une attitude d'abuseur parce que ça, je n'ai pas parlé, sinon j'aurais parlé pendant 3 heures ou 4 heures d'expliquer tous les cas. C'est pour ça que je vous conseille de lire Bruno Clavier, Ariane Bidéran et tous les autres parce que il y a énormément de clients qui sont abusés par leur thérapeute. Et en fait, c'est le scénario qui se rejoue, c'est le cycle qui se rejoue une fois de plus, mais là avec quelqu'un ou un gourou, des gens comme ça, qui vont refaire ce qui a été fait quand on était petit. Mm. Bon, Donc, bah, merci, ça me conforte dans l'attitude que j'ai. Super. bravo, Karine. Merci. Oui, Céline. Ah, c'était qui avant? C'était pas Charlotte qui avait levé la main. Oui. Après, Oui, merci. hmm. J'avais une question par rapport à la loi de l'ordre et la hiérarchie. Tu as exposé le système avec un père, enfin un parent et un enfant, mais avec en notifiant une génération d'inversion. Mhm. Euh, mais du coup, qu'en est-il pour si on est sur un autre membre de la famille, si on est sur un grand-parent Ben, c'est ou aussi bien, c'est une confusion intergénérationnelle. C'est-à-dire que le grand-parent se met au niveau de l'enfant, ou l'enfant est amené à se positionner au niveau du grand-parent, donc il saute des générations, ça va pas. oui, je suis d'accord, mais pour, ok.
Et donc, Donc, par exemple, si c'est le grand-père qui abuse de sa petite fille, il la met à la ouais, place de sa femme. d'accord. Et donc, elle devient la grand-mère. Donc, du coup, t'es plus dans une inversion, mais t'es dans une confusion. Confusion, effectivement. Mais de toute façon, que ce soit inversion ou pas, c'est toujours confusion. Oui. Ça, c'est la clé majeure. Même les gens qui font pas de systémique, ils utilisent ces mots-là. Mm. Parce que la plupart des D'accord. cas que j'ai lus n'avaient rien à voir avec la systémique. C'était plus des études. Ariane Billerand, c'est pas quelqu'un qui fait de la constellation familiale. Et donc, les critères, c'est la confusion. Confusion entre les générations. Donc, la loi systémique n'est pas respectée. Ok, merci. Merci Céline. Et puis, ce sera Jessie. Oui. Oui, moi je voulais revenir sur le fait de la justice, parce que tu parles de la justice humaine. Pour accompagner pas mal de personnes et l'avoir moi-même vécu, en fait, la justice, elle est encore plus, elle reviole, et pas qu'une fois. Par les questions, par les psychiatres, en fait, qui appuient sur des boutons qui font que les gens même sautent après. Donc moi, personnellement, avant, j'étais aussi convaincue du oui, il faut aller en justice et tout. Et maintenant, plus jamais. Si quelqu'un veut le faire, ça Oui, c'est son choix. Mais jamais, jamais, jamais de la vie, je proposerai à quelqu'un d'aller en justice. Alors, je parle d'adultes, hein. Quand c'est des oui. enfants, on est dans un autre cadre. Mais ça peut être plus dramatique encore et ça retarde même la guérison. Et j'ai pas personnellement de solution encore. Je cherche. Mm. Et on peut le faire dans la constellation, par l'amour inconditionnel et certainement pas par le pardon. Donc, je trouvais que ce que tu disais, c'est bien. En tout cas, le pardon à soi, oui. Mais voilà, donc j'ai pas encore, je sais qu'il y a des actes rituels qu'on peut faire, des choses comme ça. Moi, ma justice, je la fais en écrivant Mm. d'une certaine manière et voir au niveau de la justice plutôt universelle. Mais la justice des hommes, pour moi, c'est suicidaire d'envoyer des personnes Mm. en justice, en tout cas en Belgique et en France. Le reste, je ne sais Oui. pas. Oui, Voilà, c'est bon, mon point de alors, vue. Après, je n'ai voilà. pas voulu discuter trop et parler des problèmes de justice, puisque justement, je sais qu'en France et même en Belgique, les personnes qui abusent ne sont pas vraiment condamnées. Donc ça, c'est un gros problème sociétal. Mhm. Bien sûr, j'aurais dû, mais alors j'allais Non, non, le temps est fini. Mais normalement, dans un monde idéal, il faudrait que la société mette un stop, que l'interdit soit respecté. L'interdit d'inceste doit être respecté et l'interdit même de la pédocriminalité doit être respecté. Les adultes ne doivent pas avoir de relations sexuelles avec les enfants, même jusque les adolescents, parce que même à 16, 17 ans, l'adolescent peut-être croit qu'il peut choisir, etc., mais il n'est pas encore complètement formé. Voilà, je pourrais faire aussi un cours sur l'évolution de la personnalité selon les 7 chakras. Et en fait, c'est même à 42 ans qu'on a enfin complété tout notre parcours d'intégration de toutes les dimensions de l'être. Donc, alors là, voilà, on pourrait en discuter des heures de ça. Mais bon, dans l'idéal, c'est vrai que les abuseurs, les incesteurs, les abuseuses et les incesteuses devraient être punis parce que c'est très grave, parce que c'est un pilier de l'humanité qui a été enfreint, qui a été non respecté. Voilà. Maintenant, c'est vrai, la justice aujourd'hui, c'est une catastrophe. On le sait. Mais merci de l'avoir rappelé, Céline. Jessie, il y a ton micro qui... Ah, voilà. Ça y est. Bah, quand c'est pas le micro, c'est la caméra. Oui. Merci pour tout ça. Bien sûr, j'ai retrouvé pas mal de choses très parlantes. Des symptômes, oui, je suis d'accord, il y a aussi des symptômes aussi qui pouvaient manquer éventuellement. Mhm. Des symptômes physiques. Mais des choses qui m'ont parlé. Parce que tu parlais des intestins, mais ça peut être dans les deux cas, hein. Il peut y avoir la constipation, mais comme l'inverse aussi. Mhm. Ça Ce peut être des besoin de... obsessions. Par exemple, j'ai une cliente comme ça qui
devait se mettre un suppositoire pour aller aux toilettes tous les matins à une heure fixe. Ah, ah. C'est vrai que c'est beaucoup lié, hein, à ces histoires d'intestin et de quelque chose qui est à l'intérieur, soit qu'on a du mal à évacuer, soit à l'inverse, soit qu'il faut que ça s'évacue et donc on retient rien. Mais c'est vrai que l'intestin, l'endométriose, en tout cas ces phénomènes de douleur, Mhm. bon, ça je connais et les problèmes psychologiques je connais pour être tout à fait proche de cette situation-là aussi. Et du coup, ma question, elle est basée sur, on a vu surtout comment euh, essayer de libérer ce poids de la responsabilité, de la culpabilité de la victime même, Mhm. quand il s'agit de la victime directe. Mhm. Et moi, je voudrais parler des victimes indirectes, à savoir les descendants Mhm. qui ont reçu ces traumas de façon transgénérationnelle. Voilà. Oui, et donc, Donc, oui, en constellation, on a différents exercices à ce niveau-là. C'est reconnaître le destin lourd de cette personne avec qui on est en résonance et de lui dire c'est ton destin et moi j'ai un destin différent et je respecte ton destin et c'est ton destin et je te le laisse le porter, ton destin. Ça, c'est oui, parce que du coup, le descendant le porte aussi comme loyauté oui. à la place de l'ascendant, admettons. À la place ou avec, on va dire. Avec, pardon, Pas à la absolument. place, mais avec. Oui, 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 avec, hein. Et donc, c'est justement de représenter ça. Isabelle qui demande si elle a beaucoup, si vous avez beaucoup de coupures, vous? Non. Ah, ok. Voilà, donc, oui, c'est important de rendre le destin à la personne à qui ça appartient et de reprendre son destin. Oui, voilà. C'est aussi simple. Enfin, c'est simple et c'est pas facile, hein. Mais en fait, les actes en constellation ne sont jamais très compliqués. C'est juste de pouvoir le faire au bon moment avec les émotions. Et donc, il y a une loyauté qui est parfois inconsciente, parce que parfois, on n'a même pas connu cette personne, hein, mais on porte ça. C'est la fameuse intrication. On est connecté et on partage les mêmes histoires et propriétés. Parfois aussi à l'inverse, hein, c'est comme le yin et le yang. Par exemple, on peut être connecté à quelqu'un qui était, on va dire, le criminel ou abuseur, et nous, on va réparer. On va réparer. Et donc, on va se mettre dans des situations, par exemple, où on tombe amoureux toujours de personnes qui ont été abusées et on doit s'empêcher d'avoir une sexualité, par exemple, heureuse, hein, si on prend vraiment ce cas de sexualité, parce que on porte le malheur de notre partenaire, mais c'est en mémoire avec les abus de l'ancêtre qui a fait du dégât. On est en train de réparer. Ou bien on va aller faire partie d'une association qui s'occupe de ces personnes, où on va faire du travail euh, thérapeutique. Enfin, on va avoir quelque chose qui vient réparer. Ou bien on peut aussi reproduire les mêmes comportements. Et donc être aussi abuseur en résonance avec l'abuseur. C'est moins rigolo, mais ça arrive. Et oui, et donc c'est bien là où, dans ces cas-là, c'est bien la personne qui est là qui va réparer Oui. ou qui va continuer de vivre des situations comme ça, Mm. qu'elle doit rendre ces C'est ça. histoires. Euh, et quand il y a deux ascendants, admettons que ce soit et le parent et le grand-parent, Toujours, on fait toujours la même chose, hein, on rend. mais on rend Aux aux deux, deux, aux même deux. aux Ok, trois, ok, aux quatre, aux 10, à toute la ok. famille. Voilà, et on prend la vie. Et on Et prend on la prend vie. la vie. Parce que ça, c'est le plus difficile. C'est comment Mhm. accepter la vie d'une famille pourrie. Ah, exact. Hein.
j'ose dire le mot, une famille pourrie, mais la vie était là et elle a traversé la pourriture. Et elle est arrivée à la personne qui est en consultation. Et ça, c'est le cadeau du cadeau, ça. C'est pouvoir prendre ça et mettre la corde pour dire, je vous laisse avec vos histoires, mais je prends la vie. Et très souvent, tout change. C'est comme un miracle à ce moment-là. C'est très puissant, c'est très fort. Parce qu'on peut... Même si c'est un père proche, même si c'est un parent proche qui est toujours existant, admettons, on peut quand même mettre la corde. Ah bah oui, Ok. parce que ce qu'il y a, c'est que les gens pensent que quand on fait des constellations familiales, on doit devenir copain et copine avec toute sa famille. Ça, c'est n'importe Oui, quoi. On ne doit c'est pas. clair. C'est La clair. seule chose, c'est que pour la première fois, on accepte sa famille telle qu'elle est. Donc, accepter ne veut pas dire qu'on est d'accord avec la pourriture qu'il y a eu dans la famille. Mais on accepte, on fait avec le fait que l'on est issu de cette famille. On fait la paix avec ça. On dit, OK, bah oui, c'est mon destin que d'être né dans une famille pourrie. Et moi, je suis un fruit en bonne santé, où je me répare, je guéris. Voilà, il y a plein d'options. Mais on n'est pas obligé de porter toute la merde avec la vie, hein. On laisse le reste. Je laisse le reste. Et c'est important de le dire, même de le manifester. Il faut qu'il y ait un objet qui... Parce que sinon, c'est trop intellectuel. Il faut que ce soit manifesté par un mouvement, un geste, poser cette corde. Ça, c'est énergétique. On sent la coupure. C'est génial. Enfin, c'est génial. C'est puissant, quoi. Voilà, voilà. Oui, Annie? D'accord, merci. Oui, je voudrais juste demander, moi je ne sais pas ce que c'est que la corde. La corde, tu la mets entre les deux? Je la pose sur le sol, dans la constellation. Oui. Hein. Il y a le père ou la Oui. mère ou la Père personne et l'abuseur, oui. Et met l'abusé. une corde et puis la personne va de l'autre côté de la corde. Et comme ça, il y a une séparation. Ah, d'accord, ok. Je pose la corde comme une corde par terre, quoi. Oui, c'est ça. Ça peut Et être du coup, une ligne à la craie, ça peut être ok, d'accord. quelque chose qui sépare. Ok, d'accord. Comme là. Voilà. Ok, merci beaucoup. Mm. Voilà, voilà. Bien, ben, je crois que là, on va arrêter. Merci.